Bien, on démarre la deuxième partie de mécanique de l'année par le chapitre numéro 2 de cette partie. Euh, donc il nous reste deux chapitres à faire, qui sont en fait l'application, ou plutôt la découverte d'une nouvelle grandeur cinématique et d'une nouvelle grandeur dynamique en mécanique, qu'on appelle le moment... Bah si, il est là, je suis débile. La planche d'exo. Excusez-moi. Pardon. Non, il était juste caché. Voilà. Pardon pour cette interruption momentanée. Donc, les planches d'exo et les questions de cours, enfin, la planche d'exo et, et les questions de cours, j'y ai arrivé, circulent en ce moment et ça regroupe l'intégralité de la mécanique du S2. Donc, vous avez tous sur une seule et unique planche, que ce soit pour les questions de cours ou pour les questions, ou pour les exercices. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle le moment cinétique, d'accord ? Théorème du moment cinétique. Donc, épisode 1, et on va parler du cas d'un point matériel, d'accord ? Donc, en gros, le théorème du moment cinétique, on va l'utiliser dans deux situations très très particulières, et on va voir ça. Ouais, ok. Donc, grand 1, on va faire un grand paragraphe qui s'appelle Généralité. Oui. Cette planche, c'est aussi ce chapitre sur toute la mécanique. Pardon ? Cette planche, c'est aussi ce chapitre-là qu'on va faire. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a littéralement 3 minutes 27. Bah ouais, mais c'est pénible. J'ai dit quoi sur les planches, sur les questions de cours ? Que ça couvrait l'intégralité de la mécanique du S2. Ceci, a priori, contient la réponse à ta question. Oui. Parce qu'il y a 2 épisodes. Voilà. Mais je l'ai dit aussi. Effectivement. Grand 1, généralité. Et donc, on est parti. Petit 1, définition. Alors, on va parler porte. Je m'en vais. Vous savez ce que c'est que cet objet ? Une porte, d'accord ? Donc, depuis que vous avez un âge relativement faible, vous savez ouvrir ça, d'accord ? Vous avez peut-être appris de façon très douloureuse qu'on met pas ses doigts au niveau de la charnière, d'accord ? Donc, est-ce que déjà, grosso modo, vous savez comment ça fonctionne cet objet-là ? Cet objet-là, en fait, est une liaison pivot, plus exactement 2 voire 3 liaisons pivots qui sont alignées, d'accord ? Et qui vous permettent donc en fait de contraindre les rotations le long d'un axe, qui est l'axe de la porte, d'accord ? Ici. Et si vous voulez démonter la porte, vous pouvez également faire une petite translation vers le haut, mais en général, dans une utilisation normale de la porte, la liaison dont on parle ici entre le solide porte et le truc est ce qu'on appelle une liaison pivot non glissante. Vous avez déjà vu ça ici, je suppose. Vous n'avez pas vu de liaison encore ? Donc là, c'est une liaison pivot non glissante, c'est celle qui nous intéressera pendant l'intégralité du semestre pour les solides. Alors, ça, c'est plutôt le deuxième semestre, la façon dont on étudie un solide en rotation dans un axe fixe, enfin, le deuxième semestre, le chapitre 2, 3, enfin, la deuxième partie. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un certain nombre de choses, c'est de comprendre le problème. Vous savez très bien qu'une porte, ça ne s'ouvre pas n'importe comment. Vous savez en particulier que si vous exercez un effort vers le haut, ça ne va pas s'ouvrir. D'accord ? Vous allez pousser vers le haut ou vers le bas, ça ne marchera pas. Vous savez d'ailleurs que grosso modo, n'importe quel effort parallèlement à l'axe de rotation, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. De même, si vous faites un effort sur la tranche, d'accord, vous appuyez comme ça, si votre force va pile poil couper l'axe de rotation, eh bien en fait la porte ne bougera pas non plus. D'accord ? Et vous savez qu'en fait, la meilleure façon d'ouvrir une porte, c'est d'exercer une force perpendiculaire à la porte, d'accord ? C'est-à-dire avec un axe bien placé par rapport à l'axe de rotation d'une part, mais aussi qu'il y a une raison pour laquelle la poignée est là. Et pas là. Et que ici, en fait, c'est plus compliqué à ouvrir et à fermer.
chiant d'aller les chercher, là, vous êtes obligé d'exercer une force relativement considérable, alors que quand même, et ça c'est assez étonnant, globalement, l'objet que vous voulez déplacer, c'est le même. Il a la même masse, vous allez lui appliquer le même mouvement, et là on découvre quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement le point d'application de la force, mais également son orientation, vont pas du tout avoir le même effet sur l'orientation. D'accord ? Et sur votre capacité à déplacer les choses. Donc pour traduire ça, on va essayer en fait d'inventer un concept, d'accord, qui va vous traduire en fait, est-ce que l'action que vous exercez sur un objet est efficace pour le faire tourner autour d'un axe ou pas. D'accord ? C'est uniquement ça. Donc de la même façon qu'on a inventé un concept qui est, est-ce que l'action que vous exercez sur un objet est efficace pour le mettre en translation ? Ça c'est la force, tout bêtement, d'accord ? Voilà. On va inventer un deuxième concept qu'on appelle le moment de la force. Petite remarque, on exerce toujours une force, on n'a rien rajouté de plus. On ne va pas inventer un nouveau concept de fond. Par contre, ce n'est pas tellement le fait qu'on est en train de mettre une nouvelle force, c'est qu'on est en train de la mettre de façon plus ou moins bien configurée par rapport à l'action que vous voulez avoir. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Alors, ce que je viens de vous montrer sur la porte marche également. J'arrive, je vais vous montrer, je vais chercher les petits objets, je vais vous Donc, ce dont je viens de vous parler, c'est ceci. Ceci est une liaison pivot. D'accord ? Une liaison pivot, on l'a déjà pas au premier semestre, je ne me souviens plus ou pas, je ne vous ai pas montré cet objet. Ça, c'est ce qui se passe dans une charnière de porte. C'est une liaison qui vous permet de tourner autour d'un axe, pas autour des autres axes, d'accord ? Et qui empêche la translation. Ceci est donc une liaison pivot non glissante. D'accord ? On est d'accord là-dessus ? Voilà, une liaison pivot. Un rouleau de PQ, quoi. Enfin, faut arrêter de mystifier la liaison pivot, d'accord ? C'est exactement ce qui se passe quand vous avez un rouleau de papier toilette, un rouleau de sopalin, un rouleau de machin, un truc qui tourne autour d'un axe. Une roue de vélo, ce que vous voulez. Mais vous pouvez faire un truc plus rigolo. Ceci. Ça, c'est effectivement une liaison rotule, d'accord ? Qui, comme son nom ne l'indique pas, votre rotule est une liaison pivot. Hein. Si votre rotule se comporte comme une liaison rotule, il faut aller à l'hôpital. Très vite. Ça veut dire qu'il vous manque des bouts. D'accord ? La seule articulation qui se comporte comme une liaison rotule, c'est celle-là. D'accord ? Juste pour information, quand même, globalement. Votre rotule, elle est censée faire ça. Si elle commence à faire ça, d'accord ? Si vous pouvez déplacer votre tibia et votre péroné comme ça, tranquillement, librement autour de votre fémur, vous avez un petit problème d'attache. D'accord ? Donc juste, vous dites pas, oh, une liaison rotule, c'est bon, tout va bien. Voilà. Déjà, si vous essayez de marcher, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un truc structurel qui se passe pas bien. Voilà. Ceci est une liaison rotule. Alors, une liaison rotule, c'est une liaison rigolo parce que vous voyez que je peux faire aucune translation. D'accord ? Au-delà du jeu de l'impression. D'accord ? Mais que par contre, je peux tourner dans n'importe quelle direction. Autrement dit, je peux choisir n'importe quel axe, par exemple celui-là, et tourner comme ça, ou celui-là, et tourner comme ça, ou celui-là, et tourner comme ça. D'accord ? Et donc en fait, ici, je ne tourne pas autour d'un axe, je tourne a priori autour d'un point. D'accord ? Vous constatez également qu'on a exactement les mêmes problèmes avec cet objet qu'avec la porte. Si par exemple, j'exerce une action qui est dirigée vers le centre, bah, je ne vais pas le mettre en rotation, ça ne va pas marcher. On est d'accord là-dessus ? Ce qui est d'ailleurs à peu près le seul truc problématique. D'accord ? Autrement dit, si ma force et la direction entre le centre de rotation et le point d'application de ma force sont collinaires, alors mon effet va être nul. Au contraire, il est extrêmement efficace parce que la force est perpendiculaire à ce truc-là. D'accord ? Voilà. J'ai la même en noir. Mais c'est la même. Voilà. Aucun intérêt supplémentaire. On est d'accord là-dessus ?
Donc une fois que je vous ai montré ça, en fait, il va falloir se souvenir de 2-3 opérateurs que vous connaissez a priori déjà. Est-ce que vous connaissez un opérateur qui vous raconte un truc qui serait nul quand deux vecteurs seraient collinéaires et qui serait maximal quand deux vecteurs seront orthogonaux? Vectoriel. Soit dit en camp camarade, d'accord? C'est effectivement le produit vectoriel, d'accord? Et donc ça va être le début de la définition du moment d'une force. En fait, on a un outil qui nous raconte a priori ce truc-là, qui en plus aura le bon goût d'être proportionnel à la force, et surtout autre chose. Si j'avais une sphère plus grande, et ce serait plus facile de la mettre en rotation. Grosso modo, si j'étais plus loin du centre, à masse égale, ce serait plus facile. À masse égale, s'entend. D'accord? Vous savez très bien, vous l'avez peut-être déjà fait, si vous avez des grands ballons qui flottent sur une piscine, c'est ultra facile à mettre en rotation. D'où le fait d'ailleurs, en général, il est plutôt marrant d'essayer de monter dessus. Et que comme c'est extrêmement facile de le mettre en rotation, bah, vous vous cassez la gueule, c'est le principe de base de ce genre de truc-là. Voilà. Okay. Donc l'idée est simple, c'est donc en plus, le produit vectoriel aura le bon goût d'être proportionnel à la force qu'on applique, ce qui est plutôt attendu, et d'être proportionnel à la distance entre le point d'application de votre force et le centre de votre liaison. D'accord? Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut savoir quelle force mettre pour ouvrir la porte à la même vitesse? Enfin, si on se met loin de la porte et qu'on fait ça, Oui. si on se met proche de la En porte, tout cas, ça va sauver le bras de levier, tu vois, ça va être relativement simple. Voilà, on va avoir ça tout de suite. Donc alors, petite remarque, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, il y a un truc très vieux, hein, d'accord? On connaît ça depuis Archimède, hein, globalement, c'est pas... c'est vieux. C'est très très vieux, hein, globalement, voilà. Définition. Donc on est parti. Donc, soit une force, grand F, et je vais devoir rajouter un ingrédient supplémentaire dont on n'a absolument pas parlé au premier semestre parce que sur un point matériel, ça n'a aucun intérêt. Soit une force F et son point d'application. Et dans toute la suite, je vais l'appeler A indice F. Pour l'instant, ensuite, ça sera M par ailleurs. Mais il faut bien que je mette des définitions propres. Deuxième chose, soit un point. Alors, les précisions que je vais mettre après ne sont pas obligatoires, mais d'un point de vue applicatif, ce sera ça, donc je le mets directement ici. Soit un point O fixe dans le référentiel d'étude. On appelle moment de F calculé en haut la grandeur. Alors elle se note comme ça. Donc vous avez un grand M comme moment, d'accord? C'est un vecteur. On rappelle le point de calcul ici. D'accord? Donc ça c'est le point de calcul. On rappelle la force en haut. D'accord? Ok. Donc il y a deux flèches, hein, d'accord? Et ça c'est égal tout simplement au vecteur OAF, c'est-à-dire le point de calcul, point d'application de la force, vectoriel, la force. Vous connaissez déjà ça. Ceci est en fait la composante numéro 2 du torseur dynamique que vous avez croisé en SI, sans toute probabilité. Oui, c'est la même bête. Ouais. moment et un moment cinétique, c'est la même chose. Absolument pas. On va en parler de ça. Bon, ok. Comme Samy a crevé l'abcès, il faut qu'on parle. Ça fait maintenant quelques mois qu'on se fréquente, d'accord? Et pour la deuxième fois dans ce cours, j'ai parlé de moment. On avait déjà vu le moment dipolaire, d'accord? Le moment magnétique, plus exactement. Et là, on parle de moment d'une force, d'accord? Cette année, on va voir 6 moments différents. Moment en latin, ça veut dire truc. Donc en physique, quand on ne connaissait pas un truc, on a dit c'est le truc de la force là, et on lui a dit moment, parce que ça fait plus classe de le dire en latin que de le dire en français.
Donc, par exemple, le moment magnétique, c'est le moment, voilà, le moment dipolaire qu'on a vu ensemble. Non, on n'a pas eu, si, on a vu le moment dipolaire déjà. C'est ça, le moment dipolaire qu'on a vu ensemble. Bah, c'est le truc, là, des dipôles, là. Vous voyez, là. Alors, le truchement, plus exactement, grosso modo, la manifestation mathématique du bordel. Donc, bah, pour une force, quand elle fait tourner, bah, c'est le truc, là. C'est le truc de la force en haut, quoi. Voilà. Donc, le mot moment va apparaître littéralement 6 fois dans votre programme de MPSI. Je crois. 7 fois si je rajoute le moment, ou j'ai vu c'est 6 fois avec le moment temporel ou pas. Donc vous allez voir le moment dipolaire, on l'a déjà vu, le moment d'une force qu'on vient de croiser, le moment cinétique qu'on va bien sûr voir, vu que c'est le titre du chapitre, le moment d'inertie, bien entendu, qui n'a rien à voir, d'accord, le moment magnétique, ok, bien sûr, si je prends mon cher camarade Monsieur Clair, le moment d'un torseur, voilà, d'accord, et bien sûr le moment temporel. Et donc on va voir 7 qui n'ont littéralement rien à voir entre eux. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez plus le droit de mettre moment sans rien derrière. Voilà, c'est tout. Il faut savoir de quel moment vous parlez. Oui. Rien à voir. Littéralement rien à voir. Mais vraiment rien pour le coup, c'est épouvantable. Il y a des vecteurs, il n'y a pas de vecteurs. Non, rien à voir. Voilà. Tu vois bien que ce truc-là a aucune chance d'être en coulomb mètre. Aucune. Aucun rapport. D'accord. Donc voilà. Oui. Ça, c'est pas la forme générale, ça. Il n'y a pas de forme générale, c'est juste des trucs qui s'appellent moments mais qui n'ont rien à voir entre eux. Mais du coup, le moment de F, c'est un truc aussi. Bah voilà, c'est le moment de F, c'est ça. Voilà. Ok. C'est tout. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec. Aucun rapport avec le moment dipolaire, par exemple. Du coup, c'est comme ça. Ça n'existe pas, le moment-moment, justement. C'est ce que je viens de dire. Le moment-moment, ça n'existe pas. C'est le moment quelque chose. Moment, ça veut dire truc. Non, il n'y a pas de tous les moments, justement. Il n'existe pas de paquet tous les moments. Voilà. C'est exactement pour ça que je vous ai fait un petit discours de 5 minutes. Il n'existe pas de paquet tous les moments. C'est un paquet qui a autant de pertinence que tous les trucs. Non, il n'y a pas de... Non, non, tu ne pourras pas finir ta phrase. Sauf si tu termines par n'ont rien à voir entre eux et on ne peut rien dire de plus. Voilà. Non, non, vraiment, quand vous dites les moments, ça veut dire les trucs. Vous savez très bien que des trucs, par essence, n'ont rien en commun. Voilà, d'accord. Donc, souvenez-vous que momentum en latin, ça veut dire truc. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le principe, c'est ça. D'accord, voilà. C'est très rare en physique, ce genre de truc. S'il y en a deux en physique, des comme ça, il y a les moments et les impédances. Pareil, le mot impédance, il y en a partout. D'accord. Alors vous en connaissez qu'une seule application, donc c'est pas très très grave. Mais pareil, impédance, c'est le même problème. Non, sinon, quand on parle d'énergie, c'est les énergies. On est au courant, voilà. C'est toutes des énergies, elles sont homogènes, il n'y a pas de problème, c'est toutes les mêmes bestioles. Les moments, non. D'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, moment tout seul, ça veut rien dire sauf le moment de maintenant, quoi. D'accord. Voilà. Oui. On faisait des impédances en électrocinétique, Oui. et puis quand on les a fait en exo, en mécanique, c'était les mêmes ou pas? Là, c'était les mêmes, mais tu vois bien qu'elles ne sont pas du tout définies pareil. Là, on fait une analogie de forme. Voilà, souvent c'est une analogie de forme, c'est un rapport de deux grandeurs. Mais, tu vois, bof quoi, voilà. Oui, Et là, du coup, c'est la définition de quel mot? du moment d'une force. D'une forme, direct. Moment de F, voilà, ça s'appelle le moment d'une force, sans problème. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, ce truc-là est un moment intéressant parce que justement, ça va vous permettre de traduire en fait l'action au pouvoir sur une liaison rotule. Il s'avère en fait que nous, très rapidement, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le moment par rapport à un axe. Autrement dit, ce qui se passe dans une liaison pivot. D'accord? Donc, on va immédiatement faire une deuxième définition, mais d'abord définir ce que c'est qu'un axe et comment on l'oriente. D'accord? Dans cette histoire. Soit alors, un axe delta passant par O orienté par un vecteur unitaire E delta. Donc grosso modo, quand vous avez un axe de rotation, vous êtes obligé de l'orienter. Pour une raison relativement simple. Prenons ma liaison pivot préférée. C'est pas une liaison pivot en fait, en vrai, ça tourne tout seul, hein, d'accord, voilà. Il y a pas, ça n'existe pas. Hein.
Le truc noir, là, il n'est pas dans l'espace, hein, d'accord, voilà. On est d'accord? Donc pour vous, a priori, ce truc-là doit tourner dans le sens trigonométrique. Je le sais parce que je l'ai fait tourner dans le bon sens et que vu de la Terre, le ciel tourne dans le sens horaire, vu de l'hémisphère nord. D'accord? Donc l'axe de rotation, on est d'accord que c'est ce truc-là. Mais sauf que si je vous le montre comme ça, en tournant toujours dans le même sens, ben ça ne tourne plus dans le même sens pour vous. Autrement dit, la rotation par rapport à un axe dépend essentiellement de la façon dont vous regardez l'axe. D'accord? On est d'accord là-dessus, hein? Oui. Ça, alors non, c'est la conséquence de l'orientation de ça. Mais à l'arrivée, c'est ça que ça va arriver, effectivement. Donc en gros, en fait, vous devez orienter l'axe juste pour savoir dans quel sens vous regardez l'axe et dans quel sens vous paramétrez finalement les sens de rotation. Ça, c'est un truc rigolo. Un jour, moi je me souviens, j'ai réalisé ça quand j'avais à peu près votre âge. D'accord? Là, pour vous, ça tombe sur toute probabilité dans le sens trigo. Pour une raison très simple, c'est que pour moi, ça tombe dans le sens horaire. Tout simplement parce que je regarde le truc par l'autre côté, quoi, globalement. Ça fait partie des trucs, à un moment donné, il faut se dire que si vous regardez un phénomène de rotation et que vous le regardez de l'autre côté, il tourne dans l'autre sens. D'où le fait que, quand vous dites qu'un truc tourne en sens aigu d'une montre, ça ne veut rien dire tant que vous n'avez pas, pas précisé de quel côté vous le regardez. Donc, cette orientation de l'axe, elle va être comme ça pour paramétrer les mouvements de rotation. Donc, on lui donne juste un petit sens avec cette notation habituelle qui est que c'est un vecteur unitaire. Parfait ça. Donc, globalement, j'ai mon axe delta comme ça. Et j'ai ici, à l'usage, un petit vecteur unitaire en bleu, là, E delta. On est là-dessus? Voilà. Donc, une fois qu'on a raconté ça, c'est pas extrêmement simple. On va redéfinir un nouveau moment, qui est le mouvement d'une force calculée par rapport à un axe delta. D'accord? Voilà. Excusez-moi. D'accord. On définit alors le moment de F calculé par rapport à delta de la façon suivante. Alors c'est assez simple en fait. Vous prenez le moment de F et vous prenez simplement le produit scalaire par un delta. D'accord? Donc c'est le moment par rapport à delta de F. Petite remarque, il n'y a donc pas de vecteur ici. Une grandeur scalaire, d'accord? Qui est tout simplement en fait le moment calculé en haut de F scalaire E delta. Ce qui me permet d'écrire que c'est grosso modo en fait le produit mixte. On retrouve notre grand copain entre le vecteur OA, d'accord, la force F et E delta. Voilà, c'est le produit mixte des trois. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension? Complètement. Je vais l'écrire immédiatement. Comme c'est la même dimension pour les deux, je n'allais pas résumer. D'accord. Donc, ces deux moments, c'est essentiellement les mêmes. C'est juste que vous ne les calculez pas de la même façon. Grosso modo, il y en a un qui est complet et l'autre, on regarde qu'une composante particulière. Donc, vous êtes d'accord que là, pour le coup, on n'a pas changé par essence d'objet. C'est juste une projection. D'accord. Ces deux grandeurs sont en... c'est pas très compliqué à trouver. Hein? Ouais. En newton-mètre. Alors, les plus réveillés d'entre vous savent que des newton-mètres... Alors, c'est aussi un couple, évidemment, et ça, c'est la même chose, mais c'est surtout... Ouais, et donc des kilogrammes mètre carré seconde moins 2. Oui, les gens, là. Ouais, c'est effectivement des joules, d'accord? On n'écrit jamais joule. D'accord? Donc, ceci est homogène, c'est la même dimension que des joules, d'accord? Mais on n'écrit jamais joule, de la même façon qu'on n'écrit jamais hertz pour des secondes moins 1, sauf pour des fréquences, etc., etc. D'accord? Donc je vous écris juste que c'est identique à des joules, d'accord? Je vous rappelle que c'est comme un travail. Hein. C'est une force sur une longueur quand même.
pas obligé de passer par l'énergie cinétique dans ce cas-là. D'accord. Donc c'est des newton-mètres, d'accord. Et effectivement, pour des gens qui ont déjà fait un peu de bricolage, c'est un couple, effectivement, puisqu'un couple c'est un moment. Exprime autrement. Pas mal. Vous avez déjà croisé des newton-mètres un jour dans votre vie? En fait, quand vous, par exemple, quand vous mettez les plots de serrage sur n'importe quoi, en fait, surtout quand il y a des professionnels qui ont des machines, on donne le couple en newton-mètre. Quand vous vissez des vis, des choses comme ça, on donne le couple maximum en newton-mètre pour éviter de tout péter. Si vous faites ça à la main, en général, vous n'atteignez jamais la valeur, mais par contre, avec une machine, il faut... Ouais. Un couple, c'est comme un moment. On va après. D'accord. Ça, c'est juste par culture, si vous avez déjà croisé ça, dans des notices de montage ou des choses comme ça, de temps en temps, il y a marqué couple max, tant de newton-mètres. C'est le couple qu'il faut exercer, ça. Pas pour pousser, pour tourner. Voilà. On est d'accord là-dessus? Alors, on va regarder ça droit dans les yeux et on va regarder plusieurs choses. Alors déjà, on va un tout petit peu bricoler ça. On a donc que le moment par rapport à delta d'une force, vous savez que le produit mix est étanche par permutation circulaire, d'accord? Donc grosso modo, en fait, je vais pouvoir l'écrire de cette façon-là. C'est E delta vectoriel OAF, le tout vectoriel F. On est... Le tout, pardon, scalaire, excusez-moi. Le tout scalaire F. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors, en fait, soit un autre point O' sur delta. Donc, grosso modo, hein, je vous rappelle que delta, je l'avais choisi de telle sorte qu'il passe par O, et là, j'en prends un autre, quelconque. On est d'accord là-dessus? Ce que je vais faire, c'est que je vais échaliser mon vecteur OAF ici, d'accord? Et donc, en fait, le moment par rapport à delta de F, c'est donc tout simplement E delta vectoriel O' plus O' à F et le tout scalaire F. On est d'accord avec ça? Oui. On écrit le moment avec delta, il n'y a pas de F sur F si, sur M non. C'est un scalaire. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on peut dire de E delta et vectoriel O'? Collinaire, donc effectivement, ça a donné 0, effectivement, d'accord? Donc ce truc-là, en fait, vous dit que c'est tout simplement E delta vectoriel O' à F et le tout scalaire F. Et donc, en fait, ça vous montre un truc important, c'est que la valeur du moment par rapport à delta, et heureusement, parce que ma définition, quand même, il n'y a pas O dedans, est indépendante du point O choisi sur l'axe. Vous pouvez prendre donc n'importe quel point, ça fonctionne pareil. Donc le calcul du moment par rapport à delta de F est indépendant du choix de O à partir du moment où celui-ci est sur delta. C'est plutôt cool pour la définition que j'ai donnée par ailleurs. Simon? Ce qui veut dire que la distance de AF à n'importe quel O est proportionnelle. C'est-à-dire qu'on augmente, si on augmente la distance, l'angle va augmenter de la même manière pour que le mix soit... Quoi? Ce qui compte, c'est la distance à l'axe. Point barre. Mais s'il est invariant alors que la distance à l'axe est si j'ai AF, si j'ai O... Simon, c'est quoi la définition de la distance d'un point à un axe? Ah, un axe. Merci. Même punition, même motif, d'accord? Ça va venir dans cette histoire. Donc, on peut choisir H, d'accord, qui va être le projeté orthogonal de AF sur l'axe, d'accord?
D'accord? Donc autrement dit, en fait, je peux toujours, si j'ai mon point AF comme ça, AF comme ça, choisir en fait ce point H et calculer le moment par rapport à delta en prenant H à la place de O. Et donc ce qui est une redite, hein, le moment par rapport à delta de F, c'est tout simplement égal à H à F, vectoriel F, le tout scalaire E delta. Okay. On est d'accord là-dessus? C'est bon dans cette histoire? Alors en fait, ça va nous permettre de faire un petit truc assez rigolo, en fait, dans cette histoire. Donc, je peux donc représenter la situation suivante. Si ça, c'est mon axe delta, que ça, c'est mon point AF, d'accord? Et que je mets ma force, j'en sais rien, moi, un peu comme ça. Vous voyez que là, j'ai pas la force la plus efficace du monde dans cette histoire. Oui. Oui, quand je dis projeter, c'est projeter orthogonal, ça. Oui, parce que j'ai essayé de faire la perspective, mais voilà, c'est le projeté orthogonal. Bien sûr. On est d'accord? Bah, en fait, vous voyez que grosso modo, je vais pouvoir me placer. Alors, je peux par exemple, j'en sais rien, alors mon F, j'ai placé autrement pour qu'on voit les choses un peu mieux. Comme ça, d'accord? Et donc, grosso modo, je peux définir un angle alpha ici, qui est l'angle en fait entre F et la direction de OAF, d'accord? Donc on est parti, on a alors, si on fait le calcul correctement, en fait, ça vous donne quoi le moment de F par rapport à delta ici? En fait, en gros, on peut calculer la... Donc vous voyez bien que comme F et AF sont coplanaires ici, vous allez pouvoir facilement calculer la norme. Elle est dans quel sens le produit vectoriel déjà? Vous voyez que H est là. Le produit vectoriel dans quel sens déjà? Il est vers vous, effectivement. D'accord? Donc le produit scalaire avec E delta sera... Oui, positif. D'accord? Puisque c'est dans le même sens. Ok. Et donc, grosso modo, en fait, ça va vous donner directement la norme. La norme dans cette histoire d'un produit vectoriel, c'est quoi? Norme de l'un, norme de l'autre, sinus de l'angle qui les sépare. D'accord? Donc si j'appelle ça D, qui est la distance à l'axe, d'accord? Je vais l'appeler DAF. D'accord? Voilà. Et bien en fait, ce truc-là va me donner en fait DAF. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'écris en blanc, parce que c'est important quand même dans cette histoire. Donc vous voyez que grosso modo, alors je l'écris en orange directement, même si j'ai des... Donc le moment par rapport à delta, ça va donc être égal à la distance du point d'application à l'axe, multiplié par la force F, multiplié par le sinus de alpha. On est d'accord là-dessus? Si F est dans un plan perpendiculaire à ça. D'accord? Donc sinon il y a un peu plus de composantes à faire. Avec F dans le plan... oui, enfin sinon c'est pas le module de F en fait, donc plan perpendiculaire à delta. Sinon c'est pas pas le module de F, c'est la partie de F dans ce plan. Alors, ce qui est bien avec cette expression-là, c'est qu'on va pouvoir comprendre un certain nombre de choses. En particulier, faire le lien avec ce que je vous ai dit tout au début. Déjà, si... Oui, je t'écoute. J'ai oublié. Alors, j'ai plusieurs commentaires là-dessus. Première chose, on constate que si la distance est nulle, le moment est nul. Ça veut dire que si vous appliquez votre force sur l'axe, il ne se passe rien. D'accord? Deuxième chose, si la force est nulle, il ne se passe rien. Bon, ça serait quand même cool, au moins que ça marche. Troisième chose plus subtile, vous voyez que si alpha est nul, il ne se passe rien non plus.
D'accord? Et que globalement, en fait, l'effet de F est pondéré, en fait, par, grosso modo, un truc qui s'appelle D fois sinus alpha. D'accord? Et que plus, en fait, votre force va être collinaire à ça, et moins elle va être efficace. Au contraire, plus elle va être perpendiculaire, plus elle va être efficace. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Alors, ce terme-là, c'est un terme qui apparaît dans le programme. Moi, je ne l'utilise jamais, mais je vous le donne. D'accord? Le terme DAF sinus alpha, ça s'appelle le bras de levier. Autrement dit, c'est l'efficacité de votre force pour faire tourner des choses. D'accord? Si le bras de levier est nul, vous ne tournez pas. Oui? Quand vous dites si alpha est nul, si alpha est moyen, Ben, ça veut dire que vous ne faites rien tourner si alpha est nul. on pratique l'inverse. Tu pratiques une force dans le parallèle au plan de la porte. Ça y est. Et donc il se passe rien, littéralement. Oui, Samy? En fait, physiquement, le moment, c'est. Enfin, là, ce moment-là, c'est l'énergie qu'a l'objet. Pas du tout, c'est pas homogène. C'est pas une énergie, c'est la capacité de la force à faire tourner l'objet. Non, enfin, si c'est homogène, mais ça l'est pas. Voilà, ça marche pas. Voilà. Oui. Du coup, il y a aussi vecteur. MO. Ouais, mais j'en parle très peu. Ouais, majoritairement s'intéresser autour de Max pour l'instant. D'accord. Oui, oui. Le point d'application à la force, on va mettre le bout de la flèche sur le point d'application. Ouais, si tu veux faire ça, oui, c'est obligatoire. Du coup, si alpha égale 0, quand cette force, Bah, elle est comme ça. et du coup, c'est équivalent en AF. Non, non, c'est le bout, ça dépend avec le bout. C'est l'origine de la flèche qu'on a mettre en A. C'est ce que j'ai fait là, d'accord? Allez, ici. Simon? Et du coup, dans l'automobile, pourquoi c'est important pour qu'un mec a besoin d'un plus de qu'une voiture et moins de puissance à genre. De quoi? Attends. Pourquoi est-ce que, quand on parle du couple moteur, Oui. pourquoi est-ce qu'un camion ça a besoin de beaucoup plus? Donc ça va, c'est plus lourd. Enfin, c'est... Et pourquoi on parle pas de pourquoi on dit qu'on a besoin d'un couple de puissance Bah, ça revient à ça, hein, vu que la puissance c'est le couple fois la vitesse de rotation, ça va revenir à gros même. On est d'accord sur cet objet-là? Alors le bras de levier, la vraie définition, c'est pas tout à fait ça. Le bras de levier, c'est si vous prolongez la force comme ça et vous cherchez en fait la distance perpendiculaire qui va bien. En fait, le bras de levier, c'est la distance à laquelle il faudrait que la force soit si elle était bien orientée par rapport à l'axe. D'accord? Donc, et un peu de trigonométrie vous montre que ça fait bien ça fois sinus de cet angle-là, puisque alpha se retrouve ici, et donc ça fait cette longueur-là. D'accord? Donc le bras de levier, en fait, en vrai, c'est ce truc-là. Moi, je l'utiliserai extrêmement peu, tout simplement parce que comme vous êtes des adultes, vous connaissez les coordonnées polaires. Et qu'on va faire beaucoup mieux, d'autant que le bras de levier s'applique exclusivement quand F est dans le plan perpendiculaire au truc. Donc je suis déjà dans un cas particulier pour pouvoir calculer ça. D'accord? Donc c'est juste histoire que vous sachiez ça. Voilà. Et donc en gros, effectivement, le moment d'une force, je la mets même pas en orange tellement je ne l'utiliserai pas. C'est le bras de levier multiplié par la force par rapport à l'axe delta. Voilà. Donc si jamais vous tombez un jour, cette formule-là, elle vient de là. D'accord? C'est tout simplement le bras de levier fois le module de la force. Mais moi, je l'utiliserai extrêmement peu. C'est juste que comme au programme, il y a le mot bras de levier dedans, je me suis dit qu'il faut que je vous en parle, mais personne n'utilise ça. Enfin, en tout cas, pas moi. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Je vais en fait revenir un peu sur des cas d'unité, d'accord, et donc noter un peu les 2-3 choses qu'on a observées. Donc, je reprends la conversation que j'ai eue avec Zachary, d'accord. Vous voyez que j'ai évacué très très vite le moment calculé par rapport à un point, d'accord. Il s'avère qu'en fait, de façon extrêmement régulière, on va tomber systématiquement sur des moments calculés par rapport à un axe, ou en tout cas la projection de ça, et donc en fait, on va s'intéresser exclusivement à cette grandeur-là. Mais il faut juste bien que je commence par quelque part. Voilà. Donc en gros, ça s'intéressera exclusivement à des liaisons rotules ou des trucs qui, par miracle, tournent autour d'un axe. Typiquement des planètes. Voilà. Ou des pendules simples, ou des machins, enfin voilà. Donc, petite remarque importante, quand même. Le moment d'une force par rapport à delta est nul si. Donc là, on a plusieurs cas. Alors bien entendu, les cas triviaux, F est nul.
Si vous faites rien, il ne se passe rien. Si le point d'application est sur l'axe, d'accord? Donc ça, c'est typiquement, vous essayez d'appuyer sur les charnières pour ouvrir la porte. Ça ne marche pas, d'accord? Si le point d'application est sur delta, alors ça paraît pas, mais c'est extrêmement important, hein. C'est ça qui vous explique qu'une liaison pivot ne tourne pas toute seule. Parce que le point d'application de l'ensemble des résultantes, a priori, est sur l'axe. Ce qui est le centre de symétrie de la liaison pivot. D'accord. Donc c'est pour ça que je dois faire ça pour que ça se mette à tourner, dans le principe. Donc ça, c'est les deux simples. Donc ça revient à dire que votre bras de levier est nul. Troisième truc, c'est si F est collinaire à la direction DAF, ou dit de façon plus subtile, si la direction de F coupe l'axe. Dès que la direction de F coupera l'axe, en fait, vous aurez un moment nul. Et troisième cas de nullité, qui n'est pas exprimé dans le bras de levier, enfin si, mais dans les hypothèses, si F est collinaire à E delta. Autrement dit, ça c'est si vous exercez une force qui serait parallèle au pont, donc vers le haut et vers le bas pour la porte ne va pas tourner. Au mieux, vous la dégonderez si jamais vous avez la force, d'accord? Je ne le fais plus avec celle-là pour vous montrer parce que je l'ai fait plus une ou deux fois, mais en fait elles sont extrêmement lourdes ces portes. Et j'arrive pas à les remettre tout seul. Enfin si, j'y arrive, mais je me fais chier. Voilà. Les portes sont extrêmement lourdes. Vraiment, je pense qu'elles doivent faire bien 20-25 kg pièce, donc pour les remettre bien dans le... Pour les remettre bien dans l'axe, après, c'est un peu pénible, quoi. Voilà. Et comme j'ai pas vraiment envie de faire de la fonte tous les matins en cours de physique, c'est quand même un peu. Voilà. Oui. Vous avez écrit quoi après 2F? Si la direction de F coupe delta. On est d'accord sur les divers cas de nullité. Ça, c'est vraiment un truc hyper important à comprendre. Ces cas sont triviaux. Mais factuellement, quand vous voyez une situation, vous devez savoir immédiatement si le moment est nul ou pas par rapport à delta. Okay. Donc ces cas de nullité sont cités là. Et en fait, on va tout simplement faire un truc plus simple. Parce qu'en fait, encore une fois, quand vous êtes des adultes, on va vous traiter comme tel. D'accord? Et a priori, vous êtes donc censé connaître des coordonnées qui vont bien. À votre avis, dans une situation où un truc tourne autour d'un axe, quel est le bon système de coordonnées? Un peu plus cylindrique, effectivement, on en a besoin pour E delta. D'accord? Donc, naturellement, une rotation autour d'un axe delta se décrit en cylindrique. Oui, parce qu'on a besoin de delta. On a besoin des 3D. Et les cylindriques, je vais les appeler R θ EZ. R θ Z. Enfin, ER, E θ, EZ. Donc je mixe les deux notations, voilà, entre les polaires et les cylindriques. C'est juste histoire de vous habituer à... Voilà. D'accord. Oui. Non, en fait, non. Je vais faire ça. Rho θ Z. Tiens, j'ai mixé les deux. Ça va être vraiment sympa. Aussi, je fais ça. Oui. Sur une rotule sphérique, ouais. C'est vrai que t'as pas le choix. Vraiment, pour le coup. Et donc, t'as peur, en fait. Donc, t'as pas envie de travailler sur une isorotule, en fait. On est d'accord. Ouais. Je fais Rho θ Z, d'accord. Je fais un petit mix entre les deux notations. Ça vous fera du bien. Voilà. Avec, bien entendu, E delta qui vaut lequel des trois? EZ, d'accord. Là, on fait pas... Avec E delta qui vaut EZ. Donc, grosso modo, en fait, vous avez une situation comme ça, avec Z ici, votre point d'application de la force ici, votre force qui est orientée à peu près n'importe comment, on n'en sait rien, d'accord, comme ça, et un éventuel angle θ ici. Et surtout que où est ρ dans cette histoire? Pardon, je vais mettre θ en violet comme d'habitude. Ρ, effectivement, c'est la distance entre l'axe et AF, d'accord? Donc, ρ, c'est tout ça. J'appelle ρ de AF. Vous commencez à voir le merdier. Si vous avez un solide, vous avez plusieurs points d'application. Donc il n'y a plus qu'un seul ρ. Il y a un ρ par point. Vous commencez à voir
le délire. Voilà. Oui. Là, vous avez fait de la perspective. J'ai un peu de perspective, ouais. Hyper maîtrisé, hein. Les lignes de fuite et tout. En gros, c'est un peu au pif tout ça, quoi. Voilà. Bah, quitte à faire un cas général, autant faire un des traits au pif et vous dire j'ai fait de la perspective. Oui. Est-ce que c'est. On peut dire que c'est au θ ou pas du tout? De quoi? F, pas du tout, non. F est n'importe comment. Donc F, a priori, a toutes les composantes possibles. Euro, θ, EZ. Oui. Il n'y a pas d'environnement. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment un vecteur au pif. Mais il n'y a pas de x, il n'y a rien. L'angle θ, il est là pour dire qu'il y a un θ qui se balade. Mais arrêtez de stresser, quoi. C'est bon, on n'a pas besoin. Détendez-vous, quoi. Ouais. C'est H a priori, si tu veux. Oui, là, c'est H, c'est le projeteur orthogonal de ça, si tu veux. Là, il y a un angle droit, c'est le cercle. Alors, on y va. On a alors que le moment par rapport déjà à delta de f, au lieu d'écrire moment par rapport à delta, déjà je vais l'écrire comment? Par rapport à z. En fait, vous voyez que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était la composante du moment selon EZ, en fait simplement une projection, et donc je vais l'appeler MZ de la même façon que je disais F indice Z ou A indice Z au premier semestre. Et donc si on y va, OAF ici, ça va être tout simplement HAF, c'est la petite formule subsidiaire que je vous ai écrite tout à l'heure, et ça en fait c'est tout simplement ρAF, euro, vectoriel la force, d'accord? On ne sait pas trop ce qu'elle vaut dans cette histoire, et le tout scalaire EZ. On est d'accord là-dessus? Je prends juste la notation. Alors là, on va aller un peu vite, mais vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Ça là, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de la composante en ρ de f? Est-ce qu'elle va contribuer au bordel ou pas? Oui. Bah non, puisque grosso modo, ça va être une composante selon euro, et dans le produit vectoriel, ça va donner une contribution nulle. Qu'est-ce qu'on peut dire également de la composante selon z? Alors ça va faire 0 également, ça va contribuer de façon nulle pour une raison relativement simple, c'est que là, c'est les propriétés du produit mixte. Je rappelle que quand vous avez un produit mixte, dès que vous avez deux vecteurs collinéaires dans le cas, le résultat vaut 0. Donc en gros, la seule façon que f contribue, c'est qu'elle ait une contribution selon Eθ. Donc finalement, ce qu'on va écrire, c'est que ça, c'est ρAF, euro, vectoriel fθ, Eθ, le tout scalaire EZ. Les deux autres composantes ne vont pas contribuer dans cette histoire. Petite remarque, c'est les cas de nullité ici. Je vous rappelle que si vous prenez ça, ça veut dire que f indice z ne contribue pas. On est d'accord que c'est ce cas-là. Et ça veut dire que f indice ρ ne contribue pas. D'accord? Voilà. À partir de ce moment-là, que vos euros... oui, Samy. Mais pourquoi on n'a pas mis AF en hauteur pourquoi on a fait un angle perpendiculaire? Parce que je prends le projeteur orthogonal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour calculer le module, je peux prendre le projeteur orthogonal. C'est ce que je fais là. Oui. Euro vectoriel θ, ça a le bon goût de faire EZ, et EZ scalaire EZ, ça a le bon goût de faire 1. Donc très rapidement, on va retrouver avec le fait que le moment selon Z de f, c'est tout simplement la distance au point d'application, du point d'application à l'axe plus exactement, multipliée par la composante orthoradiale de f. Et c'est terminé. Qui est la relation que vous utiliserez le plus souvent pour calculer le moment par rapport à un axe. Vous avez dans vos questions de cours une question qui vous dit retrouvez les cas de nullité du moment à partir de ça, vous les avez tous. Si f est purement selon z, fθ vaut 0. Si f est purement selon ρ, fθ vaut 0. Si le point d'application est sur l'axe, ρ vaut 0. D'accord? Et si f vaut 0, bien sûr, fθ vaut 0. C'est donc les 4 points d'application ici, sans aucune forme de problème qui sont concentrés là-dedans. Il y a un truc extrêmement important dans cette histoire. J'aurais pu en parler tout à l'heure avec le bras de levier, là je vais en parler avec ça. Imaginons que je fasse un dessin comme ça. Ici j'ai donc mon point d'application AF et ma force F.
que je vais prendre un peu n'importe comment, mais dans le plan, c'est le même dessin que tout à l'heure, dans ce sens-là. Comment est-ce que je peux trouver la composante orthoradiale de f? Alors déjà, en fait, vu que z vient par là, θ est comment? Θ tourne comment? Θ, en fait, tourne dans le sens trigo. Ce qui signifie que Eθ est comment? Eθ est positif, alors qu'un vecteur soit positif, ça me fait un peu mal, d'accord? Eθ est par là, on est d'accord? C'est Fθ qui sera positif. Ça, c'est Eθ, qui est effectivement orthogonal au rayon, et il est dans ce sens-là. Ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Dans mon dessin, en fait, vous voyez donc que ici, voilà, j'ai pas trop surchargé, je vais le mettre comme ça. Vous voyez que dans mon dessin, Fθ est de quel signe? C'est bon, c'est maintenant positif, d'accord? Vous êtes d'accord que Fθ est positif ici? Je rappelle que Fθ, c'est le produit scalaire. Hein. D'ailleurs, oui, c'est le produit scalaire entre quoi et quoi, Fθ? Ouais, c'est F scalaire en θ par définition d'une composante. Hein. Je vous renvoie à votre cours sur les vecteurs et les systèmes de coordonnées. D'accord? Et là, on constate un truc important. Si Fθ est positif, la force a tendance à faire quoi? Pas au pif. Pas au pif. Si Fθ est positif, la force a tendance à faire quoi sur le point A? Sur le point A, ouais. À le pousser. Ah, d'accord. C'est ça qui m'intéresse, c'est la tendance. Donc on parle de rotation là. À le faire tourner, mais dans quel sens? Dans le sens trigo, d'accord? Si Fθ positif, F a tendance à déplacer son point d'application dans le sens trigo. Au contraire, si Fθ est négatif, ce qui ne correspond pas à mon dessin, comment je ferais un Fθ négatif? Ouais, il faudrait que je mette la force, grosso modo à peu près n'importe où, dans ce cadre-là. D'accord? Si Fθ est négatif, F a tendance à déplacer son point d'application dans le sens anti-horaire. Dans le sens non direct, pardon, dans le sens horaire. Dans le sens horaire. La conclusion de ça, c'est que le signe du moment vous raconte dans quel sens ça va se déplacer. D'accord? Je n'ai pas besoin de vous l'écrire, ça. J'ai fait une disjonction K positif négatif. Un moment nul ne fait pas tourner. Un moment positif fait tourner dans le sens trigo. Un moment négatif fait tourner dans le sens opposé au sens trigo, c'est-à-dire dans le sens horaire. D'accord là-dessus? Donc le moment, non seulement vous donne la taille de l'effet, sa valeur absolue, d'accord? Est-ce que c'est important ou pas, mais vous donne aussi le sens de l'effet. On est d'accord là-dessus? Ouais, c'est bon? Donc là, grosso modo, vu de votre point de vue, d'accord? A priori, ici, pour vous, j'exerce un moment négatif, effectivement, puisque je fais tourner l'objet dans le sens horaire pour vous. D'accord? Petite remarque, c'est parce que j'ai défini que EZ était vers vous. Si j'ai fait attention, tout est cohérent. Si d'un coup je dis, ah mais non, en fait, EZ il est vers moi, vous voyez que je change aussi l'orientation de θ relativement à EZ, et donc tout ceci est fort cohérent. L'intégralité de ces histoires-là procède essentiellement de comment vous avez orienté E delta au départ. L'orientation de E delta vous oriente un sens de rotation, et donc après, est-ce que vous avez un sens direct ou un sens indirect par rapport à delta? On est d'accord là-dessus? C'est bon? Voilà pour le moment d'une force. On est pas mal. Super. Alors, avant de passer, on était dans le paragraphe définition, c'est ça? Voilà, la définition d'une force. Et donc on va passer au petit 2 à premier théorème. Alors, première chose que vous allez admettre, on peut faire la démonstration, mais c'est un peu longuet. Les moments des forces sont soumis au principe des actions réciproques.
Autrement dit, si un système exerce un moment sur un système 1 exerce un moment sur un système 2, alors le système 2 exerce un moment opposé sur le système 1. D'accord ? Si vous avez envie d'expérimenter ça de façon extrêmement douloureuse, je vous invite à aller chercher un objet en haut d'un meuble sur une chaise de bureau. Une chaise qui tourne là. Et vous allez vite vous rendre compte que quand vous voulez exercer un petit moment là-haut pour tourner le truc, la chaise du haut, elle va faire « Ok, moi aussi je tourne si ça pour te faire plaisir. » Et puis en général, ça se passe vachement moins bien, d'accord, globalement. Okay. Etc. Est-ce qu'il y a des gens qui parmi vous, c'est une expérience fort personnelle, quand ils étaient petits, là maintenant vous êtes probablement toutes et tous trop lourdes et trop lourds, vous descendez en vélo pleine balle une pente, vous verrouillez littéralement le frein avant, d'accord, et la conservation du moment cinétique, grosso modo, en fait, vous allez donc exercer un couple pour empêcher votre roue de tourner. La roue va donc exercer un couple dans l'autre sens sur ça. Et donc, en fait, le couple va faire que votre vélo va littéralement faire ça. Et vous allez faire ce qu'on appelle un soleil, en général. C'est déjà arrivé à 2 ou 3 d'entre vous, je suppose. En général, on s'en souvient. Et on se souvient que avant de faire plus de 60 kg, on utilise le frein arrière. Voilà. Après, on utilise le frein avant. Hein ? Alors, de manière très générale, ça abîme moins ton vélo d'utiliser le frein avant. Ouais, parce que c'est plus les guides d'un point de vue strictement structurel. Mais il faut être sûr d'avoir, moi ça, je dis avant que je fasse un soleil, il faut quand même que je bois. Hein. Voilà. Quand même, voilà. Question, voilà. Oh, on est reparti, vous ferez les soleils un autre jour. D'accord, voilà. Oui. Non mais ça va venir les couples. Laissez-moi faire mon cours. Donc là, je parle de moment, d'accord ? En gros, vous exercez un moment sur votre roue pour l'empêcher de tourner dans l'autre sens, d'accord ? Et donc la roue va réagir en exerçant un couple sur votre vélo. Et si vous n'êtes pas assez lourd, vous allez littéralement passer en avant. Oui. En gros, ça ressemble un peu à ça, comme ambiance. Ouais. Voilà. L'idée, c'est ça. Voilà. Donc on est parti. Donc première chose, les moments obéissent au principe des actions réciproques. Voilà l'idée. Hein. Il y a des gens qui font un peu de bricolage parmi vous et qui ont une bonne perceuse ou une visseuse en particulier. Vous avez jamais fait du boulonnage comme ça là ? Vous la connaissez celle-là ? Vous savez, celle qui coûte des poignets aux gens quand vous avez un peu trop de force dans cette histoire. D'accord ? Celle-là là. C'est exactement la même. Vous vissez, ça marche bien, à un moment donné ça se bloque, donc le moment où vous exercez s'exerce dans l'autre sens, d'accord ? Et c'est extrêmement dangereux, en fait, vachement gaffe, c'est un collet, c'est un poignet. C'est pour ça qu'il y a des poignets en général. Donc ce genre de truc arrive très régulièrement, et c'est diverses illustrations dans votre existence du fait que vous illustrez le principe des actions réciproques. Deuxième chose, une fois qu'on a raconté ça, on est un peu embêté parce qu'avec les forces, on avait un théorème qui était le théorème de la quantité de mouvement. D'accord ? Il va falloir donc qu'on invente... Donc ça, je vais faire un petit dézoom sur le chapitre du premier semestre. Les théorèmes du premier semestre, vous n'en avez que 2. En vrai. D'accord ? Vous avez le théorème de la quantité de mouvement qui vous dit que la dérivée de la quantité de mouvement, c'est égal à la résultante des forces. D'accord ? Et le deuxième que vous avez, c'est la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la puissance des forces. Les 3 autres théorèmes qui se baladent, le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de la puissance mécanique, le théorème de l'énergie mécanique, c'est juste un re-racontage globalement du théorème de la puissance cinétique. Je vous rappelle, est le premier qu'on a démontré, si vous vous souvenez bien. D'accord ? Tout le reste, après, c'est juste une mise en forme, une reclassification des forces pour avoir des trucs faciles à calculer. Mais dans le principe, c'est à peu près 4 avatars du même théorème. Ces 2 théorèmes sont extrêmement importants. Il y en a un qui vous parle grosso modo du mouvement général, en particulier de la translation des objets. L'énergie cinétique vous parle plutôt de la translation dans le temps. Autrement dit, si vous n'avez rien qui dépense de l'énergie sur votre système, l'énergie cinétique ne va pas bouger. Il nous manque en fait la 3e invariance de notre espace-temps, qui est l'invariance par rotation, qui est celle-là. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ces 2 théorèmes fondamentaux sont toujours organisés de la même façon. La dérivée d'une grandeur cinématique est égale à une grandeur dynamique. La dérivée de la quantité de mouvement, grandeur cinématique, est égale à la résultante des forces, grandeur dynamique. La dérivée de l'énergie cinétique, grandeur cinématique. Quand je parle de grandeur cinématique, c'est une grandeur que vous pouvez écrire dès que vous avez choisi votre système de coordonnées.
est égal à la puissance des forces, grandeur dynamique, qui, elle, en l'occurrence, dépend des forces et de notre bilan des actions mécaniques. Il nous faut donc trouver, en fait, une grandeur qui fasse exactement la même chose que ça pour avoir une structure un peu bizarroïde. D'accord ? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous la définir et on va vérifier que ça marche relativement bien. Okay ? Donc, là, on va s'intéresser exclusivement à un point matériel, d'accord, dans cette histoire. On s'intéresse à un point matériel grand M de masse petit m, d'accord. M est décrit dans un référentiel et on choisit un point O fixe et un axe delta contenant O. D'accord ? Donc grosso modo, on se reprend le même dispositif de description que ce qu'on a fait avant. Voilà. On a un référentiel pour raconter n'importe quoi. On a un point M qui se balade. On a un point O et un axe delta qui se promènent dedans. Voilà. Si vous voulez faire un dessin, ça signifie que vous avez un point O qui se balade ici, un axe delta comme ça, un point M qui se promène. On ne sait pas trop ce que va faire ce point M d'ailleurs. Voilà. Il fait des trucs, quoi. Ok. On est parti. Une fois qu'on a dit tout ça, alors déjà, ah oui, premier théorème avant de continuer qui est important. C'est pas un vrai théorème, mais c'est un truc assez trivial. Comme on s'intéresse à un point matériel à partir de maintenant, ça signifie que l'intégralité des forces qui s'appliquent sur M ont pour point d'application M. D'accord ? Donc, toutes les forces s'appliquant sur M ont pour point d'application M. D'accord ? Et donc, on a donc que le moment par rapport à O de n'importe quelle force, ça va être égal à quoi ? Ça va se modifier comment ? Ouais, retournez en arrière, vous n'avez pas encore appris votre cours. C'est normal ça. Oui. Effectivement, ça va être OM vectoriel F. Tout bêtement, donc il n'y a plus de point d'application. Enfin, si, il y a le point d'application, mais il n'y a plus de distinction force par force. Et que je vais aller en haut. Et que le moment par rapport à delta de F, ça va tout simplement être OM vectoriel F multiplié par E scalaire E delta. D'accord, grosso modo, vous allez avoir une simplification du problème, tout simplement parce que, comme vous vous intéressez à un point matériel, les forces, elles, ne s'appliquent que sur M. Voilà. Alors, on va donc essayer de bricoler un truc qui marche. Donc on est parti. On définit le moment, et oui, voilà le troisième, le moment cinétique de M calculé en haut par, alors le moment cinétique, ça se note L en général ou sigma. Moi je le note L. C'est un vecteur. D'accord. En général, on ne précise pas le point M ici. Je peux le mettre pour une fois, mais très souvent on ne le précise pas parce qu'il n'y a qu'un seul système, donc on ne le met pas forcément. Ça vaut tout simplement OM vectoriel P. Ou P c'est quoi ? Tirez pas des trucs au pif. C'est un P avec un vecteur.
Oui, C'est pas la masse ou l'accélération. Mm. Enfin, non, la quantité. Simon. C'est effectivement la quantité de mouvement. Donc c'est la masse fois la vitesse. D'accord. OM vectoriel P. Donc vous voyez que ce truc-là a la même structure de calcul que le moment d'une force. On est d'accord? C'est bien OM vectoriel le truc. Ok. Mais ça n'a pas du tout la même dimension. D'accord? La quantité de mouvement et une force n'ont pas la même dimension, pour reprendre ta question tout à l'heure. Voilà. Et le moment cinétique de M calculé par rapport à delta par, c'est exactement la même structure, L de delta de M, c'est tout simplement le moment cinétique de M de tout scalaire E delta. Autrement dit, en fait, OM vectoriel P de tout scalaire E delta. Donc vous voyez que les deux définitions se ressemblent énormément. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir la force et que ce soit le moment des forces, vous avez ici en fait ça. Vous avez déjà croisé ça en SI. D'accord? C'est la composante numéro 2 du torseur cinématique. OM vectoriel P, vous avez croisé ça. Peut-être que vous faites OM vectoriel V en SI, et que la masse on désigne ça. Je sais, je me souviens jamais si on met... Mais je crois qu'en général, on met bien la quantité de mouvement. Les torseurs. Vous avez vu des torseurs en SI. Il n'y a pas que chez moi que vous apprenez que dalle. Vous savez, il y a un moment dans un torseur. Vous savez, il y a deux composants dans un torseur. La résultante et le moment. Et que c'est OM vectoriel machin, c'est le moment. Ah bon, c'est pas que c'était le moment. Bah, c'est l'autre composante, quoi. C'est pour ça qu'il y a la relation bavard. Vous savez, parce que le moment, il dépend du point de calcul. Oui. Ah, bah ça, c'est bavard. Chez eux, c'est A et B, moi, c'est O, mais voilà. Parce que contrairement à ce qui se passe en SI, nous, on passe pas notre vie à changer de point d'origine. On est content d'en avoir un. Mais les pros de SI qui ont une fascination relativement malsaine pour les trucs qui tournent, tu vois, les trucs qui tournent, les trucs qui tournent, c'est un truc qui tourne, puis un truc qui tourne là-bas, mais qui se translate, ah merde, blam, pour planter la moitié des étudiants, c'était une translation. Voilà. Donc voilà, ça. On est d'accord là-dessus? Nous, ça va être plus simple. Alors, de la même façon que pour le moment des forces, le calcul de L delta est indépendant du choix de O. C'est exactement le même raisonnement. Si vous mettez un châle là-dedans, vous voyez que ça va donner une contribution nulle. D'accord? Donc ça, c'est la même chose. L delta est indépendant du choix de O si celui-ci est sur delta. Donc dans le principe, voilà. Et donc en général, on prendra également le projeteur orthogonal de ça. Je prends mes questions de cours dans le bon ordre. On est parti. Voilà. La troisième étape, elle est relativement simple. Si je me place en coordonnées cylindriques, puisque je vais exactement avoir les mêmes choses, en fait, si on est en cylindrique, avec quel choix quand même, toujours? L'original, c'est pas uniquement ça. Avec E delta qui est égal à EZ, hein, d'accord? Ça, c'est le plus important. Eh bien, en fait, on va faire le calcul relativement rapidement. Le moment par rapport à Z, c'est égal en fait à OM vectoriel P, le tout scalaire EZ. Donc là, alors ici, je vais faire un truc un peu plus brutal. OM, c'est juste pour vous faire réviser par ailleurs. OM en coordonnées cylindriques, ρ θ Z. Je vous écoute. Rho euro plus Z de Z. D'accord? Alors, petite remarque, j'aurais pu directement prendre le projeteur orthogonal et oublier ce Z de Z dans cette histoire. Là, j'ai vraiment faire la totale parce que j'ai pas envie de trop rédiger. Puis, donc je mets devant, donc c'est MV. Allez, vitesse en coordonnées cylindriques. Rho point euro plus rho θ point, je suis vicieux, plus Z point EZ
D'accord? Et le tout, hein, scalaire EZ. D'accord? Alors, on va faire un truc très... Donc, vous voyez qu'il y a des sommes partout dans ces histoires-là. D'accord? Donc, déjà, première étape, tout ce qui est en EZ, ça va dézinguer. Pourquoi? Oui, les gens là. Ouais. Alors, c'est pas le produit vectoriel ici. C'est le produit mixte, d'accord? Donc, grosso modo, quand vous allez faire votre décomposition, votre distribution du produit vectoriel, tous les termes où il y a du EZ, comme il y a du EZ ici, ça disparaît. Je vous rappelle, théorème sur le produit mixte, et vous avez deux vecteurs collinaires dans le tas, le produit mixte vaut 0. Donc, en gros, ça, je vais pouvoir le réduire à ρ euro vectoriel, et ici, j'ai donc ρ point euro plus ρ θ point e θ, et le tout scalaire EZ. D'accord, je ne me pose pas trop de questions. Une fois qu'on en est là, on se rend compte que ça va encore se simplifier massivement d'une étape. Pourquoi? Qu'est-ce qui dézingue ici? Effectivement, pas ρ euro, non. Celui-là, ρ point euro, d'accord? Tout simplement parce que euro vectoriel euro vous donne 0, et ensuite, donc il va me rester euro vectoriel e θ. Et que euro vectoriel e θ, ça a le bon goût de faire EZ. Et donc ça va vous donner une formule que vous allez utiliser tout le temps, mais vraiment tout le temps, en cylindrique. Le moment cinétique calculé en Z, c'est égal tout simplement à la masse, en cinétique pour un point matériel, pardon. C'est tout simplement la masse fois ρ, la distance à l'axe, multiplié par carré, pardon, multiplié par θ point. Ça, c'est la composante selon Z de votre moment cinétique en coordonnées cylindriques, quoi qu'il arrive. D'accord? M ρ carré θ point. Ceci vous montre au passage que les dimensions du moment cinétique, c'est quoi? En général, c'est pas très important, mais c'est des kilogrammes, mètres carrés, seconde moins 1, effectivement, pour le θ point. D'accord? Ouais. Bon, c'est pas une unité très importante. On est au clair là-dessus, c'est bon? Simon, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi la première étape, enlever le Z? À cause du scalaire EZ ici, et des propriétés du produit mixte. Dès qu'il y a deux vecteurs collinaires dans un produit mixte, tu les vires. Donc quand tu vas développer tout ça, tu vas avoir des termes avec machin EZ, scalaire EZ à la fin. Et ça te permet de tout faire sauter. Bien sûr. Oui. Beaucoup moins. Beaucoup moins parce que l'ingrédient secret du moment cinétique, c'est la distance à l'axe. Or, il n'y a qu'un seul système de coordonnées qui garantit une distance à l'axe vraiment bien propre dans le système de coordonnées. Tu vois qu'en cartésien, la distance à l'axe, c'est x carré plus y carré si tu as de la chance, d'accord? Et en sphérique, tu as un sinus qui se balade, parce que c'est la distance au centre. Donc là, pour LO, les sphériques seront privilégiés pour le coup, parce que c'est la distance au centre qui joue. Ouais, il est. Mais sinon, non, ça se passe pas aussi bien que ça, dans cette histoire. Oui, Simon. Je suis pas sûr, vous m'avez dit c'était produit vectoriel. Produit mixte. Alors pourquoi le Produit mixte. A vectoriel B scalaire C, dès que deux vecteurs sont collinaires, ça vaut 0. Parmi les trois. C'est le seul théorème sur le produit mixte que vous avez, par ailleurs. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que là, pour le coup, on l'utilise à outrance, celui-là. Tout simplement parce que c'est étanche par permutation circulaire. Et donc, à un moment donné, tu vas avoir vectoriel, deux vecteurs vectoriel, deux vecteurs collinaires. Voilà. Ah non, mais ce petit cours dans votre carnet de maths sur les vecteurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il est important. Et je vous invite à le relire très régulièrement. Il est même possible que je vous ai dit pendant toute la mécanique, ça serait bien de le relire toutes les semaines. Ça aurait été bien si je vous avais dit un truc comme ça. J'ai dit tous les jours?
Voilà, je suis devenu gentil, oui. Voilà. Non, non, c'est tous les jours. Ça, c'est clair, c'est votre Bible, ça. On est au clair là, sur ce théorème-là. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir. On va espérer en tout cas que je ne vous ai pas introduit une notion qui ne sert strictement à rien. D'accord? Ce serait peut-être pas mal quand même qu'on branche ça avec le moment. Et donc, on va regarder un peu comment ça se passe. Alors, donc, si M... Alors, non, il manque un bout. Pardon. Voilà. Excusez-moi, il manque un bout. Alors, j'ai une remarque importante qui vous servira éventuellement pour la suite. Le moment cinétique est une grandeur additive. Autrement dit, si vous avez plusieurs points matériels, vous pouvez à chaque fois additionner les moments cinétiques. D'accord? Donc, LO et L delta sont des grandeurs additives. Donc j'y vais rapidement parce que c'est pas essentiel. Si on a plusieurs points MI de masse MI, alors le moment cinétique total calculé au même point, c'est donc la somme sur I des OMI vectoriels PI. D'accord? Voilà. Et le moment par rapport à Z, c'est donc la somme sur I des OMI vectoriels PI, le tout scalaire EZ. D'accord? Donc grosso modo, il vous suffit simplement d'additionner les divers moments cinétiques si jamais vous avez plusieurs points. D'accord? Ça vous sera utile. On a fait le métronome un jour? Ça vous parle? Dans une planche d'exo? On n'a pas mis dans une planche d'exo le métronome à un moment donné? Dans la planche d'exo sur l'oscillateur harmonique? Oh. J'ai un vague souvenir que j'ai fait ça, moi, quand même, un jour. Parce que je l'ai refait justement pour que ça marche. Non? Ou alors je l'ai refait pour vous le mettre sur les ondes et j'ai fini par le virer? C'est possible. Non, impossible ça. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps, mais ça se trouve ça a avorté. Ça n'est pas arrivé jusqu'au destinataire finaux. Voilà. Oui. C'est pourquoi il y a la norme? Non, c'est une projection, c'est un scalaire. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est juste un petit encart au cas où vous aurez le moment cinétique d'un système de points à calculer. D'accord? Nous, ici, on revient à un point matériel seul. Donc, on est parti. On considère alors un point matériel M soumis à F indice I, d'accord? Donc vous avez un certain nombre de forces, ok? Et le petit secret, c'est que ces forces sont appliquées en quoi? En M, puisque vous avez un point matériel, ok? Oui? Oui, c'est LZ, oui. J'ai mis Z. Vous voulez que je mette delta plutôt? Oui, c'est vrai, d'accord. Ok. C'est juste que, en fait, on ne travaille jamais avec delta, en fait. Vous avez bien compris que très vite, la tentation des cylindriques est immédiate, donc j'ai tendance à glisser. Mais tu as raison, j'ai mis delta là-haut. On est d'accord là-dessus, donc voilà mon cadre. J'ai un point matériel M qui est soumis à un certain nombre de forces. Et toutes ces forces sont appliquées donc en M, puisque globalement, vous n'avez pas d'autres points d'application possibles sur un point matériel. On a alors que le moment cinétique calculé en O, ça vaut OM vectoriel P. Ça, c'est la définition stricte de mon moment cinétique. On est d'accord là-dessus? Et ce que je vais faire, c'est que je vais voir de la même façon que si vous dézoomez sur les théorèmes du premier semestre, qu'est-ce qui fait varier la quantité de mouvement? La résultante des forces. Qu'est-ce qui fait varier l'énergie cinétique? La puissance des forces. Question, qu'est-ce qui fait varier le moment cinétique? Voilà. Et donc pour savoir ce qui fait varier le moment cinétique, c'est pas très compliqué. Je vais tout simplement le dériver pour voir son ingrédient de dérivation.
Alors la dérivée du moment cinétique, c'est pas très compliqué, vous voyez que c'est la dérivée d'un produit vectoriel. Donc je rappelle que la dérivée du produit vectoriel, c'est... Voilà, c'est pas le produit vectoriel des dérivés, on est d'accord? Voilà. Donc effectivement, c'est d2om sur dt vectoriel p plus om vectoriel d2p sur dt. D'accord? Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est inverser les termes dans le produit vectoriel. Encore la somme, elle est commutative, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Alors, il y a un de ces termes qui est nul. Lequel et surtout pourquoi? Gabriel? Celui de droite. Celui-là? Bah non. Mais c'était bien tenté, tu avais une chance sur deux. Mohamed? Effectivement, en fait, d2m sur dt par définition, c'est la vitesse, et la vitesse par définition est salement collinaire AP, d'accord? Donc en fait, comme ce truc-là, c'est la vitesse, l'ensemble de ce truc-là, ça vaut littéralement 0. On est au clair là-dessus? Voilà. Et l'autre bout, on va reconnaître des choses. C'est quoi dp sur dt? Oui, c'est la dérivée d'un côté mouvement, ça je suis d'accord. C'est la somme des forces, d'accord? Or, dp sur dt, c'est la somme sur i des forces, on est d'accord? Et donc finalement, je me retrouve avec le fait que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est égal en fait à OM vectoriel, la somme des forces appliquées au système. Et vous voyez que je peux développer ce produit vectoriel, et je vais avoir à chaque fois OM vectoriel FI. Et c'est quoi OM vectoriel FI? C'est le moment de chacune des forces en I. D'où le théorème du moment cinétique qui arrive immédiatement. Ouais, c'était pas la mort. C'est qu'effectivement, la dérivée du moment cinétique calculée en haut est égale à la somme sur I du moment de la force I calculée en haut. Ah bon? Oui. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que le fait qu'il s'appelle moment n'a aucun rapport. Globalement. Voilà, c'est tout. C'est pas la même dimension. C'est même pas la même dimension comme bestiole. On est d'accord? Ouais. Ce que je voulais vous juste dire, c'est que si vous appelez ça moment, vous êtes mort. La dérivée du moment égale la somme des moments, ça marche pas. On est d'accord là-dessus? Donc la dérivée du moment cinétique est égale à la somme des moments des forces. Petite remarque. Calculé au même point. Vous connaissez ce théorème en SI. La dérivée du torseur cinématique est égale au torseur dynamique. Calculé au même point. Je suppose que vous avez croisé ça, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas de SI, quoi. Vous n'avez pas vu les torseurs encore? Ah, si vous avez des torseurs, vous avez vu ça, on fait rien d'autre avec des torseurs. C'est juste les relations avec les torseurs, c'est juste le fait de mettre le théorème de la quantité de mouvement et le théorème du mouvement cinétique dans la même égalité. Ok, bon. Donc là, vous faites juste des torseurs pour vous amuser avec Babar, quoi. Et Célestine et tout ça, voilà. C'est juste un vecteur de rotation et une vitesse dedans. Ok, je vois. Il a sorti les intégrales triples ou pas encore? Bon, il est plus gentil cette année. On est d'accord là-dessus? Donc ce truc-là, ça s'appelle le théorème du moment cinétique en haut. Donc relatif à un point. Alors, il va de soi que si vous prenez un E delta qui est fixe, vous pouvez prendre littéralement le produit scalaire de cette égalité avec E delta. Comme E delta est fixe, vous pouvez rentrer E delta à l'intérieur de la dérivation.
et avoir exactement la même relation avec les moments cinétiques calculés autour d'un axe. On a aussi que la dérivée du moment cinétique par rapport à delta est égale à la somme sur I des moments des forces de la force I calculée. Oh, s'il vous plaît, là, messieurs. Calculé par rapport à delta, et ça, c'est le théorème du moment cinétique en delta, ou par rapport à delta. Donc, ceci est une égalité vectorielle, c'est la plus complète, mais très souvent, en fait, on va la projeter sur l'axe de rotation, qui vous donne celui-là. Petite remarque, il n'y a rien de mystique, hein, ça, c'est littéralement la projection. C'est pas un A, c'est un delta, faites attention. Oui. Pas de problème. On est d'accord là-dessus? Tout va bien? C'est bon? Ils sont toujours 38. Ils n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Je les garde. C'est la même classe. TMC, c'est qui? C'est le théorème de moment cinétique ou Télé Monte Carlo si c'est bonne journée, merci. Ou Télé Monte Carlo si tu as plus de 70 ans. D'accord. Donc c'est juste le théorème de moment cinétique. Voilà. Donc TQM, TEC, TMC. Voilà tes trois copains. Ok, parfait. Non, pas du tout parfait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, d'accord. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je bug. Bien. Petite remarque, si vous commencez à regarder vos questions de cours. Il y a une question de cours bizarre, d'accord? C'est fait exprès, qui est la question 2,19. Je dis ça parce que comme Samy m'a posé la question 3 fois de savoir si c'était qu'un couple, et que la question 2,19 dit pourquoi il n'y a pas de couple dans ce théorème de moment cinétique, ça va vous poser des problèmes. Cette question est là pour que vous réfléchissiez dessus une fois qu'on aura fait le chapitre d'après. D'accord? Donc il est normal à ce stade-là que vous n'ayez pas la réponse à la question. En fait, le théorème du moment cinétique n'est pas complet si vous voulez le transposer à un solide. D'accord? Il vous manque un ingrédient. Et effectivement, la question est là pour vous faire réfléchir une fois qu'on aura fini le chapitre d'après. Donc souvenez-vous qu'il est normal que la question 2.19 dans l'état actuel des choses, elle vous fasse bugger. D'accord? Enfin voilà, vous ne pouvez pas y répondre. Oui. La 2.18, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Non, on a fini là. On est au grand 1, j'ai même pas fait le grand 2 là. D'accord? Voilà. Non, on a des grands 2, t'inquiète pas, on a des choses à faire. Camille, il veut savoir. Camille, je suis sûr qu'il est sur Netflix, il fait ok, cette saison elle fait 46 épisodes, j'ai regardé le 1, le 46, et c'est bon quoi. Voilà. Non, oui, mais ça marche pas quoi. Voilà, c'est bon. Tu sais, c'est comme les arcs supplémentaires, les machins, tu sais jamais trop, tu vois. C'est comme Shingeki no Kyojin, tu vois, on sait pas trop comment c'est découpé à la fin quoi. Voilà. Ouais. C'est moment cinétique ou mouvement cinétique? Moment cinétique. Alors, je vous rappelle, les théorèmes s'appellent littéralement, alors presque, comment le truc est là, d'accord? Théorème de la quantité de mouvement, théorème du mouvement cinétique, théorème de la... Ok, c'est la puissance cinétique, mais globalement, on voit bien l'esprit. C'est ça l'idée. D'accord. On est au clair là-dessus? On va faire un peu d'exercice sur le sujet, d'accord? Voilà, directement. Pendant les 20 minutes qui nous restent avant la reprise du cours d'informatique. A priori, on parlera des mouvements dans un champ de force central conservatif à partir de vendredi. D'accord? Voilà l'idée.